Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on est sur le fascicule numéro 22. C'est la vidéo des règles, la vidéo de la bataille. Comme d'habitude, je vous préviens. C'était la période des vacances, les vacances d'été. J'ai pas beaucoup joué, j'ai pas beaucoup le temps de faire les vidéos, donc j'essaye de rattraper. Donc je me concentre sur les règles pour l'instant. On verra pour les batailles plus tard, je vous réexpliquerai ça tout à l'heure. En attendant, on redémarre avec le premier élément de la semaine de notre fascicule numéro 22. Ce sont les règles en format règles de base. Voilà, on a deux nouvelles feuilles, 4 pages donc, de règles de base, avec cette fois-ci donc des informations sur les armées, les sorts persistants, le général, les instruments de guerre, donc les mesures de distance, les dés, les tirs, etc., les relances, les modificateurs pour bien qu'on comprenne. Tout ça, ce sont des éléments qu'on a déjà vus, qu'on a déjà eu depuis le début de notre collection, mais qu'il est toujours important de relire pour être bien au fait des règles officielles. Là, ce sont les règles officielles définitives. Ce sont les mêmes que l'on retrouve dans le livre de règles de base, non pas de la collection Stormbringer, mais bien du livre de base AOS V3. Les aptitudes et effets, donc on retrouve dans nos chartes d'unité. Les phases, évidemment aussi, les effets, donc simultanés, contradictoires, déclenchés, pas déclenchés, etc., etc. Le champ de bataille, comment est-ce qu'on se déploie, etc., etc., etc. Donc, j'en reviens pas dessus. Ça, c'est très très simple, c'est très rapide, même si on pourrait les relire. Moi, je vous invite vraiment à les relire. Là, on n'est pas encore sur des éléments très importants, pour tout vous dire. Même si, bon, on a peut-être les aptitudes et les effets qui sont peut-être les éléments les plus importants de ces 4 pages-là. Le reste, c'est vraiment très très simple. C'est des choses qu'on connaît par cœur. Donc, c'est pour ça que je ne m'étends pas dessus. La vidéo va être très très courte cette semaine évidemment parce qu'on n'a que ces éléments là et la bataille rangée numéro 2. Comme je vous l'ai dit, donc moi j'ai pris du retard avec les congés d'été, évidemment pour plein de raisons. Déjà parce que, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai eu pas mal de monde à la maison, et entre autres un petit-fils, une belle-fille, etc., etc. Donc il fallait que je m'occupe de tout le monde. Des congés comme tout le monde, vous avez dû partir en vacances, moi aussi. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de retard sur ces vidéos-là, mais peu importe, j'essaierai potentiellement de récupérer ce retard dans le futur. Je vais surtout essayer de récupérer un rythme classique de mise en vidéo des prochains fascicules. Et c'est pour ça que j'essaye de rattraper là. Pour être très clair, je suis très à la bourre, étant donné que le dernier fascicule que j'ai reçu aujourd'hui est le numéro 27. Donc j'attends évidemment le colis numéro 9 qui va arriver avec le 28, le 29, le 30, le 31 et le premium numéro 2. Mais voilà, pour vous donner une idée, on en est là au fascicule numéro 22, j'ai jusqu'au numéro 27, donc j'ai encore 5 fascicules de retard pour vous expliquer les règles, etc., etc. Donc je vais essayer de récupérer tout ça comme ça. Et puis peut-être que dans l'avenir, j'essaierai de faire des mises à jour de mes vidéos, où je rajouterai à la fin de mes vidéos règles et batailles, je rajouterai potentiellement les batailles en question, avec une petite mise à jour, je le mettrai bien dans le titre, vidéo mise à jour ou quelque chose comme cela. La bataille rangée de la semaine, malgré tout, si vous voulez la jouer, eh bien, je vous l'explique très rapidement. Elle s'appelle Renseignements vitaux. Les tunnels tortueux d'Ulgu sont presque inextricables, rendant très difficile de voyage vers et hors de la région. Mais une lueur d'espoir est apparue. Les explorateurs de chaque faction commencent à cartographier ce labyrinthe depuis la porte de royaume. Cependant, alors qu'ils rentrent à leur camp de base, ces éclaireurs se rencontrent à un croisement de clés. Un combat éclate, et pas seulement pour survivre, mais pour prendre le contrôle de ce passage entre les royaumes. Bonne baston. Baston qui va opposer donc le seigneur impératant, la chevaleresse et le char-foudroyeur, au boss qui tue, au chaman et à 3 embrocheurs. Donc, peu d'unités, mais une bataille qui, mine de rien, va se faire sur 2 tapis. Sur les 2 tapis de bataille. Avec, vous voyez, un déploiement qui se fait de façon
assez étonnante, sachant qu'on va avoir le territoire de l'ordre dans un quart inférieur et le territoire de la destruction dans un autre quart inférieur de l'autre tapis. Voilà, donc le déploiement est assez particulier, mais voilà, ça va être une bataille rangée, non pas une bataille rangée, mais une petite bataille d'escarmouche parce qu'on a très peu d'unités. Aujourd'hui, on est sur le fascicule numéro 22 et surtout sur la bataille numéro 22, renseignements vitaux. Les tunnels tortueux d'Ulgu sont presque inextricables, rendant très difficile les voyages vers et hors de la région, mais une lueur d'espoir est apparue. Les explorateurs de chaque faction commencent à cartographier ce labyrinthe depuis la porte du royaume. Cependant, alors qu'ils rentrent à leur camp de base, ces éclaireurs se rencontrent à un croisement clé. Un combat éclate, et pas seulement pour survivre, mais pour prendre le contrôle de ce passage entre les royaumes. Petite opposition entre l'ordre et la destruction comme d'habitude, avec côté ordre, le seigneur impératant, le chevalier arcanum et le char foudroyeur. Les éternels de l'orage doivent tracer un chemin sûr dans les tunnels pour établir un lien entre les contrées de Gur et d'Ulgu. Sinon, la précieuse porte de royaume ne sera qu'un piège fatal de plus pour tous les mortels qui l'emprunteront. Du côté de la destruction, le boss qui tue son Grand Shriner, le chaman et 3 embrocheurs. Les Cruel Boys ne veulent pas seulement cartographier les tunnels, ils veulent les coloniser. Ce labyrinthe pourrait être inondé et transformé en un parfait repère marécageux, constituant ainsi une solide tête de pont dans le royaume de l'ombre. Alors, le déploiement va se faire de telle façon. Dans le coin inférieur gauche, l'ordre dans le coin inférieur droit, la destruction. On va déployer nos unités de façon assez classique. Celui qui aura fini de déployer en premier, celui qui va gagner l'initiative, là comme on a 3 unités de chaque côté, celui qui va gagner l'initiative va aussi commencer à déployer les éléments de terrain. On a 6 éléments de terrain, ce sont les éléments de terrain de l'antre primitif comme d'habitude. Il faudra juste les déployer soit dans la zone centrale, c'est-à-dire hors des zones de déploiement, soit dans son terrain à soi. Le but du jeu, évidemment, eh bien, eh bien, je ne sais pas exactement. On va désigner un héros qui sera le général. Et le but du jeu, en fait, c'est tout simplement de tuer le général adverse. Voilà. Et si à la fin d'un round, les 2 généraux sont tués, il y aura égalité. Tout bêtement. Voilà. On va faire, il y a attention à la tête. Attention à la tête. Il y a une règle spécifique à la fin de chaque round de bataille. Donc chacun va jeter un dé pour autant d'unités sur le champ de bataille. Donc on a 3 unités sur le champ de bataille. Et à chaque fois que le résultat est égal ou inférieur au nombre de rounds en cours, eh bien l'unité subira une blessure mortelle. Waouh. Eh bien, ok. Ça va être assez intéressant parce qu'on va prendre des blessures mortelles gratuitement à chaque fin de round, potentiellement. On va aussi donc essayer de battre le général de l'autre. Ça, c'est plutôt sympa. Par contre, les forces peuvent paraître en tout cas un petit peu non égales. Pourquoi ? On a le seigneur impératant, 7 points de vie, la chevalière arcanum, 6 points de vie, et le char foudroyeur, 12 points de vie. Opposé au chaman, 6, boss qui tue 6, et aux 3 embrocheurs qui n'ont que 2 points de vie chacun. La seule différence, c'est que les embrocheurs ont évidemment possibilité de tirer à 24 pouces. Tirer à 24 pouces sur le terrain que nous utilisons aujourd'hui, évidemment, c'est long. Mais
Ça veut dire qu'il va falloir que les embrancheurs soient très bons au dé pour toucher le plus rapidement possible avant qu'ils ne soient en contact avec les unités adverses. Sachant que le char foudroyeur a quand même un mouvement de 12 pouces. Bon, on va démarrer. On va lancer un premier jet d'initiative. Les dés blancs pour l'ordre, le dé noir pour la destruction. Initiative, ce sont les Stormcast qui démarrent. Donc, on va justement opposer le général sera évidemment le seigneur impératant d'un côté et de l'autre côté le boss qui tue. C'est comme ça qu'on va régler les trucs. Ça c'est fait. On va choisir maintenant donc les Stormcast. On commence pour les décors. On aurait pu se dire que il aurait pu être intéressant d'occuper des terrains, entre autres, vu qu'on est sur de la reconnaissance de terrain. Parce que, hop, voilà, tout est bien placé. Ce sont donc les Stormcast qui vont démarrer. Voilà, on aurait pu se dire que l'idée, étant donné que c'était de la reconnaissance de souterrain, on aurait pu se dire qu'il fallait occuper un maximum de parties du terrain. Pas du tout. Il va falloir tuer donc le général opposé. Et rappelons-le qu'à chaque tour, on va avoir une règle spécifique qui peut donner des blessures mortelles directement à l'équipe adverse. Alors, enfin même pas l'équipe adverse, à son équipe, parce qu'en fait on se cognerait la tête potentiellement directement au plafond. Alors on va démarrer eh bien, comme d'habitude, on rappelle les phases. Rappelons que ça va se jouer donc là en 5 rounds. Un round comprend 2 tours, le tour des Stormcast et le tour des Cruel Boys. Et chaque tour comprend 6 phases. 7 phases, 2, 4, 6, je sais jamais. La phase de héros, la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de charge, de combat et de déroute. On va débuter évidemment avec, donc, on rappelle que notre héros, c'est le seigneur impératant et de l'autre côté, le boss qui tue. On va débuter donc, avec la phase de héros. Alors, sur la phase de héros, on n'a pas grand chose à faire, mis à part que la chevaleresse Arcanum est aussi une sorcière. Le seigneur impératant n'a pas grand chose comme pouvoir. De l'autre côté, c'est le chaman vasomancien qui va avoir lui aussi des pouvoirs de sorcellerie. Le boss qui tue, même si c'est un héros, n'a pas grand intérêt sur ce coup-là, sachant qu'on n'a pas encore tout ce qui est point de commandement ou aptitude d'armée ou des choses comme ça. Aptitude de commandement ou... Donc, on débute par la phase de héros, et donc, on le sait, on a deux principales possibilités sur la magie. C'est soit donc, le trait magique, soit le bouclier mystique, soit la chevaleresse Arcanum, qui a aussi un flamboiement des cieux. Le flamboiement des cieux, on a donc la possibilité de tirer sur un 7, c'est un sort de 7, c'est une portée de 18 pouces, et donc de poser des 3 blessures mortelles à son opposant. Voilà, donc 18 pouces, là on serait pile sur le chaman, c'est pas fait exprès, mais ça peut fonctionner. Donc la chevaleresse Arcanum va tenter son sort de 18 pouces, qui peut être porté à 20 pouces, étant donné qu'elle est dans un cercle qui comprend entièrement une unité amie qui porte aussi les éléments éternels de l'orage et fulgurants. En l'occurrence, le seigneur impératant a ces mots-clés-là. Donc, pas de souci. De même que le char foudroyeur d'ailleurs. Donc, on va lancer un sort à 7. Si elle fait plus de 7, elle fait pile 7. Le chaman va tenter
donc d'annuler ce sort si le chaman fait plus de 7. Il fait 7 aussi, pas de chance. Pas de chance pour le chaman qui va prendre des 3 blessures mortelles. 2. Donc on rappelle que ça, 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc le chaman prend une blessure mortelle. Comme ça, gratuitement. La phase de héros est terminée, on passe sur la phase de mouvement. Sur la phase de mouvement, évidemment, on va courir pour... Hop. On va pas courir, mais on va avancer pour le char foudroyeur. La chevaleresse Arcanum, elle, peut potentiellement rester à sa place. Pourquoi ? Bien parce qu'on l'a vu, elle arrive déjà à toucher des forces opposées, mais elle va surtout, en fait, elle va quand même se déplacer pour se rapprocher du décor et se mettre à couvert derrière le décor. On rappelle que pour être à couvert, il faut être à moins d'un pouce, il faut que son socle ne soit pas visible et il faut avoir moins de 12 points de vie, 10 points de vie, je ne me rappelle plus. Mais voilà, on le sait, voilà. Donc, non, c'est bon. Enfin, on le sait plus, mais c'est pas grave. Peu importe. Alors, le seigneur impérateur, lui, ne bouge pas. Pourquoi ? Parce que c'est lui, en général, c'est lui qui doit se sauvegarder, on va dire qu'on va le laisser là. Et d'autant plus que, quoique, il a une capacité de tir de 18 pouces aussi. Donc il va quand même se rapprocher. Je ne sais jamais si ça peut l'apporter. Si ça peut l'amener à portée de tir, en l'occurrence, normalement, ça devrait être le cas sur le chaman. Donc voilà. Phase de mouvement terminée, on passe justement sur la phase de tir. Phase de tir, donc on a le seigneur impératant qui a son sceptre fulgurivoque, qui a une portée de 18 pouces et des 6 attaques. Des 6 attaques, donc là il va avoir 3 attaques. Touche à 3, blesse à 3. Il fait 3 touches, blesse à 3. Il fait une blessure. Le chaman va tenter de se sauvegarder. Il est 5+, avec moins 1 de perfo pour le seigneur impératant, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse 6. Il fait 3, il prend donc une autre blessure. Ça commence bien pour les Stormcast, et pas très bien pour les Cruel Boys. La phase de mouvement, la phase de tir sont terminées. Encore que, même pas. Car on a des grands arcs. Grands arcs pour le char foudroyeur, donc 2 attaques, portée de 18. Il va attaquer directement les embrocheurs. Touche à 3, blesse à 3. Il fait une touche, il blesse à 3. Il fait une blessure. Perfo de moins 1, les embrocheurs ayant une sauvegarde à 6, ils prennent une blessure directement. Fin de la phase de tir, on passe sur la phase de charge. Sur la phase de charge, eh bien, on le voit, le char foudroyeur peut tenter une phase de charge. Donc il va tenter, on lance 2 dés. Il fait 9. Voyons voir si sa charge réussit, je pense que oui. Sans aucun souci. Il se retrouve en contact direct avec les embrocheurs. Avec une petite particularité. Il a Céleste Flamboiement. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent cette unité si celle-ci a effectué un mouvement de charge en un tour. C'est-à-dire que les embrocheurs, quand ils vont lui tirer dessus ou le taper, ils vont devoir enlever 1 à chaque jet de touche. Deuxième point. Oui, okay. Et deuxième point, donc après que cette unité a affecté, donc ça c'est Azir déchaîné, après que cette unité a effectué un mouvement de charge, ce qui est le cas, vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce de cette unité et jeter un nombre de dés égal au jet de charge non modifié pour le mouvement de charge concerné. Et pour chaque 4+, l'unité ennemie choisit une blessure mortelle, subit une blessure mortelle. Donc là, ils ont fait 9, donc on va lancer 9 dés. Et pour tous les 4+, les embrocheurs vont prendre une blessure mortelle. Donc on a un 4 et un 5. On a donc 2 blessures mortelles directes. Un embrocheur est retiré du jeu avant même le combat. C'est quand même hyper violent.
Ensuite, on est sur la phase de combat justement. Sur la phase de combat, eh bien, le char foudroyeur a 2 attaques, la hache foudroyeuse et les griffes acérées. Et les griffes et bec acérés. Donc, d'abord la hache foudroyeuse, 3 attaques, touche à 3, blesse à 3. Une touche. Blesse à 3. Une blessure. On a une perfo de -1. Sachant que, encore une fois, les embrocheurs ont une sauvegarde à 6. On a un nouvel élément qui est retiré du jeu. Griffes et becs acérés, 6 attaques. Touche à 3, blesse à 3. 2 touches. 2 blessures. Perfo de -2. Les embrocheurs n'ont même pas pu tirer, ils sont déjà morts. Quel tour quel tour, mes amis. C'est la phase de déroute. Phase de déroute, eh bien, on n'a pas à en faire parce que les embrocheurs sont déjà sortis du jeu. On passe donc maintenant à la phase au tour des Cruel Boys. Le tour des Cruel Boys va démarrer déjà par un trait magique. Un trait magique du chaman d'Azomancien, c'est-à-dire que sur un 5, déjà, il va pouvoir faire passer son sort. Et après, on est sur un D3, des 3 blessures mortelles. Il fait 5 piles. La chevalière Sarcalum, qui est à moins de 30 pouces, va tenter de dissiper le sort. Elle fait 6, donc le sort est dissipé. Ça va être une boucherie. Ça va être clairement une boucherie. On passe sur la phase de mouvement. Sur la phase de mouvement, eh bien, je dirais que j'ai même pas besoin de déplacer les choses. Hein, on va y aller directement. On est de toute façon à distance. On est donc sur la phase de charge qui a été faite, phase de combat donc. Phase de combat avec le boss qui tue qui démarre. 4 attaques, touche à 3, blesse à 3. Touche à 3, il fait 4 touches. 2 blessures. J'ai pas fait attention au crotté de venin. Le char foudroyeur donc a une sauvegarde de 3 et le perfo -1 pour le charcuteur. Tout est sauvegardé, pas de soucis. Deuxième attaque du surin précieux, donc c'est le grotte surineur. 3 attaques, touche à 4, blesse à 4. Sur un 6, on a 2 6. Et donc 2 blessures mortelles. Parfait. Oui, c'était le coup précédent. C'était sur le tour, le céleste flamboiement était sur le tour des Stormcast. Le chaman vasomancien, lui, il a donc lui aussi 2 attaques. D'abord le bâton marée corse. Donc 2 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. Il a une arme côté de venin, donc il a déjà une blessure mortelle. Et seulement une blessure mortelle. Ensuite, je n'ai pas donné de poison, c'est un peu débile. Le poignard de secours de son grotte touilleur, touche à 4, aucune touche. On est sur la phase de déroute, il n'y en a pas, car le char foudroyeur est une unité unique. Donc on passe maintenant au deuxième round. Évidemment, bien, la phase de héros va pouvoir se faire, il n'y aura pas de phase de mouvement, très peu. Je pense que le char foudroyeur va se débrouiller tout seul. Chevaleresse et le Seigneur Impérator vont rester tout seuls aussi. En attendant, avant de démarrer le deuxième round, on rappelle qu'on a attention à la tête. Attention à la tête, donc on va lancer un dé par unité présente. Et sur un... Si on fait moins, que le nombre de rounds sur lequel on est, eh bien... Alors, donc les Stormcast vont lancer 3 dés. Il y a 3 unités, 1, 2 et 3, bien sûr. Si les dés font 1, les unités vont perdre 1 point de vie. Une blessure mortelle. Pas de 1. Les Cruel Boys, eux, ont 2 unités. Il y a 1. Forcément, il y avait 1-1 sur les Cruel Boys, donc ils vont prendre une blessure mortelle que je vais assigner au chaman. Pourquoi au chaman? Eh bien, tout simplement parce que on doit protéger le général normalement. C'est pas gagné. C'est clairement pas gagné. Phase de héros. Allez. On est à plus de 12 pouces. On est
Non, on est tout juste à 12 pouces, donc on pourrait... non, je vais pas me revérifier. Pour être sûr, on a 12 pouces et 2,2. Donc, flambement des cieux. On a un lancement, donc, encore une fois, sur 7. Portée de 18 pouces. Il fait 9. J'ai dit que les dés noirs étaient pour les Stormcast, c'est pas grave. Le chaman d'Azomancien va tenter dissiper le sort. Il faut faire plus de 9. Il fait 7. Donc le sort passe. On a un D3 mortel. 5. 5 divisé par 2, ça fait 3. Le chaman prend donc 3 blessures. Le chaman est dans 6 points de vie. Le chaman et son bras de cuillère sortent du jeu. Il ne reste plus que le boss qui tue. On est au tour 2. Un vrai souci avec cette bataille. C'est pas du tout équilibré. Alors, on va passer donc à la phase évidemment de combat. Phase de tir. On va faire d'abord la phase de tir, pardon. Histoire d'enrayer un petit peu les choses d'abord. Phase de tir, on est là, hop, à plus de 18 pouces. Le seigneur impérateur ne va pas pouvoir tirer. Par contre, le char foudroyeur a son contact. Il va pouvoir tirer, donc 2 attaques, touche à 3, blesse à 3, performance. Il fait une touche et pas de blessure. Oh. C'est fou ça. Phase de charge, c'est bon. Phase de combat, on démarre. Phase de combat, donc on a donc 3 attaques pour la hache foudroyeuse, touche à 3, blesse à 3, perf de -1. Touche à 3, on a 2 touches qui sont pile à 3, blesse à 3. On a une blessure, perfo de -1. Le boss qui tue a une sauvegarde de 3+. Faire plus de 4, il fait 1 forcément. Oh bah je vois que les dés sont avec les Cruel Boys en plus, c'est parfait. C'est parfait. Deuxième attaque, griffe et bec acéré, 6 attaques, touche à 3, blesse à 3, perf de -2. Touche à 3, on a 5. On a 5 attaques, 5 touches, 3 blessures, perf de -2. Il faut donc faire des 5 pour le boss qui tue. Il fait 2, 1 et 1, 4. Il prend donc 3 blessures supplémentaires. On est bien. On est bien, Tintin. La phase de charge est terminée, la phase de combat est terminée, la phase de déroute n'a pas à se faire, évidemment, parce qu'il n'y a plus d'unité à gérer. On passe donc au tour des Cruel Boys. Il n'y a plus de sorciers, donc il ne reste plus que le boss qui tue. Pas de phase de mouvement, bien évidemment, à moins qu'il veuille s'enfuir. Mais honnêtement, vu la distance de mouvement du char foudroyeur et vu la distance de mouvement de notre boss qui tue et l'espace qu'on a autour, il n'y a pas grand intérêt. Donc, eh bien, on va y aller, on va faire la phase de combat, tout simplement. Phase de combat, donc 4 attaques pour le charcuteur, 3, 3, -1. On a un 6, on a une touche, on a une blessure et une blessure mortelle. Alors, pour l'instant, la blessure mortelle est réglée. Sauvegarde à 3+. Il fait 4, ça tombe bien parce qu'avec la perfo de -1, il sauvegarde. Sur un précieux, 3 attaques, 4+, 4+. 0 touche. Voilà. Phase de combat terminée pour les Cruel Boys. On redémarre et on passe à la phase de héros. Phase de héros pour les Stormcast. Avant cela, nous allons faire évidemment le baisser la tête. Attention à la tête, il y a donc 3 unités pour les Stormcast. Je rappelle que sur un 2, sur un 1 ou 2, eh bien, ils prennent une blessure mortelle. Alors on est au début, on est à la fin du tour 2, donc sur 2 ou moins 1, ils prennent une blessure mortelle. On va attribuer à la chevalerie Arcanum. Les Cruel Boys, eux, n'ont plus qu'une unité. Sur 1 ou 2, ils prennent une blessure mortelle aussi. 5. Oh, pas de blessure. On est sur la phase de héros. Phase de héros, la chevaleresse va lancer son sort flamboiement des cieux. Parce
elle est à plus de 12 pouces hein, de notre Bosquitu, bien évidemment, elle est à 15. Donc elle a une portée de 18 avec son flambeau d'essieu. Elle fait pile 7. Il n'y a plus de chaman pour dissiper le sort, donc son sort passe automatiquement. Des 3 blessures mortelles. Elle fait 5, donc 3 blessures mortelles de plus. Ce qui amène notre total à 7. Notre Bosquitu ayant 6 points de vie. Notre général, Cruel Boys, vient malheureusement de décéder dans une hécatombe de Cruel Boys, on peut appeler ça comme ça. Je crois qu'on n'a jamais fait de partie aussi rapide. Alors, si je peux faire un résumé, clairement, pour moi, la partie est très déséquilibrée. Le char foudroyeur est beaucoup trop puissant par rapport aux unités adverses. Les zones de déploiement sont aussi très rapprochées, mine de rien. Et la seule erreur que je pourrais donner aux Cruel Boys, c'est potentiellement d'avoir placé les décors n'importe où. Voilà, je n'avais pas pensé à ça, il aurait fallu quasiment que je fasse un mur pour obliger le char foudroyeur à faire un détour. Bon, je pense que ça n'aurait pas changé grand chose, sachant que derrière on a une chevalerie Arcanum qui tire à 18 pouces, on a un seigneur impératant qui tire à 18 pouces, on a un char foudroyeur qui tire aussi à 18 pouces, la chevalerie c'est même capable de tirer jusqu'à 20. Bon voilà, déjà juste à distance, c'était quasiment mort. N'ayant pas l'initiative dès le premier tour, c'est vrai que j'ai pas fait des initiatives sur le tour 2 ou tour 3. Peu importe, de toute façon on n'était pas à ça près, mais sur les initiatives, il aurait vraiment fallu que ce soit les Cruel Boys qui gagnent l'initiative pour avoir une toute petite chance de gagner. Là honnêtement, je vois pas comment les Cruel Boys pourraient gagner ce type de partie. Maintenant, les dés n'étaient pas forcément très bons pour les Cruel Boys, c'est vrai, ils étaient beaucoup bien meilleurs pour les Stormcast. Mais ceci étant, voilà, je trouve que en l'occurrence, la partie était quand même très déséquilibrée. Voilà, écoutez, fin de cette partie, fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que les explications des règles de base que l'on voit en ce moment, alors très peu expliquées parce que vous les connaissez déjà, mais voilà, j'espère que le fait qu'on les reprenne comme ça, ça vous va, ça vous plaît et que vous continuez à bien tout comprendre. On a vu encore une fois toutes les règles de base maintenant, on va les approfondir avec les aptitudes de commandement et autres. Mais voilà, avec les points de contrôle, enfin les objectifs, avec les points de commandement, avec les aptitudes, avec tout ça. Donc ça c'est plutôt une bonne chose dans le futur. Mais voilà, dernière partie un peu simple, je dirais. Maintenant on va passer sur des parties un petit peu plus évoluées et un petit peu plus d'ampleur. Donc j'espère que ça vous plaira aussi et qu'on continuera à s'amuser ensemble. Voilà, écoutez, en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo de fascicules, d'assemblage, de peinture, moi je vous embrasse et puis je vous souhaite surtout une excellente journée. Attendez, juste une petite précision, j'ai la vidéo de peinture des crevards de Zarbag, donc la première, la bande de Warcry, la bande de Underworld Gloomspite que nous avons reçue dans le numéro, je ne sais plus, 28 je crois, ne sortira pas en vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai eu un problème de son et que techniquement j'ai que les 2 premières minutes qui ont capté du son. Je ne sais pas pourquoi. Mais en l'occurrence, je n'ai que les 2 premières minutes qui ont du son, donc je ne vais pas la sortir. Ne m'en voulez pas, ce n'est pas grave, ce n'est qu'une vidéo de peinture. De toute façon, comme je n'ai pas non plus respecté exactement le schéma de couleur du fascicule, ça n'est pas très grave. Mais je disais justement dans cette vidéo, et je vous le redis là maintenant, n'hésitez pas aussi à vous faire plaisir maintenant qu'on commence à avoir plein de peintures. Vous avez les possibilités de vous amuser aussi sur l'ensemble de ces couleurs et donc de choisir un petit peu celle que vous voulez. De la même façon, n'hésitez pas, vous pouvez aussi trouver des peintures d'occasion sur le Bon Coin, neuves dans les magasins revendeurs ou dans votre magasin Warhammer préféré.
Et ça vous permettra aussi de pouvoir développer votre schéma de couleurs et développer vos envies. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Moi, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et puis, je vous dis à très très vite. Allez, ciao, bye bye. Oh la déo! Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.